Mon patron a ri, quand je lui ai remis ma démission, bonne chance, pour trouver un autre emploi à votre âge. J'ai souri, et j'ai dit, merci pour vos vœux. Alors que je sortais, il a remarqué la valise que je portais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quand je lui ai répondu, son visage est devenu blanc. Bonne chance pour trouver un autre emploi, à votre âge. C'est ce que Ben a dit, alors que je lui remettais ma lettre de démission. Il n'a même pas levé les yeux de son expresso. Il a simplement souri, s'est adossé à son siège, et a laissé tomber sa phrase au milieu de la pièce, comme une plaisanterie de golf. Lors d'un enterrement. J'ai souri en retour. Merci pour vos vœux. Ma mâchoire n'a pas bougé, mais mes doigts ont serré les bords de la lettre de démission. Juste un peu plus fort, avant que je ne la lâche. Une seule petite fissure dans le masque. C'est tout ce qu'il obtiendrait. Puis, je me suis retourné pour partir. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué la valise. Elle n'avait rien de chic, c'était juste un vieux modèle vert militaire. Usé aux coutures. Il a plissé les yeux, comme si cet objet offensait son sens du minimalisme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? A-t-il demandé. Son bureau était en verre, sans aucun papier, sans poussière, avec seulement un MacBook, un vase contenant une unique orchidée, et une photo de lui, serrant la main d'un fondateur de start-up dont j'avais dû, autrefois, effacer les erreurs. Le genre de bureau où rien ne se passait jamais, mais où tout était mis en scène. Je ne me suis pas arrêté de marcher. Juste quelque chose que vous avez perdu, il y a bien longtemps. Je m'appelle Marshall Vin, j'ai 58 ans. J'étais directeur de l'intelligence stratégique, chez Corvenic. Le genre de titre qui semble impressionnant, jusqu'à ce que l'on comprenne que cela consiste à réparer, en silence, les erreurs des dirigeants. J'avais servi l'entreprise pendant 21 ans. J'ai construit des partenariats discrets, avec des gouvernements dont personne ne parle. J'ai géré des crises. Avant même qu'elles n'aient un nom. J'ai négocié des accords, avec des hommes qui ne serrent jamais les mains. Ils hochent la tête une fois, puis ils disparaissent. Mais tout cela était invisible, pour quelqu'un comme Ben Landry. Jeune loup soutenu par des capitals risqueurs, et obsédé par la vitesse au détriment de la structure. Il m'appelait l'actif hérité. Une fois, dans une salle de conseil, il l'a dit comme si j'étais un tableau poussiéreux, rescapé d'une guerre dont plus personne ne se souvient. En arrivant au 9e étage, une collaboratrice junior est sortie du couloir. Elle m'a vu, s'est arrêtée, puis a plongé le nez dans son téléphone, avant de faire demi-tour. Je ne lui en voulais pas, alors j'ai remis ma démission. En personne. Sans drame, juste une signature sur un papier, et une valise. Je n'ai pas pris l'ascenseur. Trop de regards. À la place, j'ai descendu l'escalier de service, chaque pas résonnant comme un métronome lent. J'ai dépassé étage après étage, croisant des gens que je protégeais autrefois contre eux-mêmes. Je n'ai dit au revoir à personne. Le loquet a cliqué 2 fois, quand je l'ai fermé. Le côté gauche est resté bloqué, pendant une demi-seconde. Le tissu, à cet endroit, présentait une déchirure que je n'avais jamais réparée. J'ai passé mes doigts le long de la paracorde que j'avais nouée, il y a des années, pour servir de poignée. Une habitude. Mes pas me semblaient être des signes de ponctuation. Un calme final. Précis. Le temps d'atteindre le hall d'accueil, j'avais déjà oublié le nom de l'agent de sécurité. Il m'apportait du café, autrefois, quand je travaillais tard. Il a à peine levé les yeux. Désormais, cela me convient. Je n'étais pas là pour qu'on se souvienne de moi. Je l'ai dit un jour à Ben. Lors d'une évaluation trimestrielle. Il y a une différence, entre diriger et suivre la tendance. Il a ri. Il a appelé cela de la sagesse de boomer. Cette phrase était gravée sur une plaque,
dans le réfectoire de ma première unité militaire. Dehors, sur le parking, le soleil était cruel. Pas chaud, mais juste. Assez éclatant pour donner à tout un aspect clinique. J'ai déverrouillé le pick-up, un vieux F-150 avec un tableau de bord fissuré, et un compartiment sous le siège qui contenait plus de vérité que la plupart des communiqués de presse. La valise s'est calée avec un clic contre le tapis de sol du passager. Je ne l'ai plus regardé, je suis juste resté assis là, un instant. Le moteur éteint, avant de passer la vitesse pour démarrer, j'ai ouvert la boîte à gants. À l'intérieur, se trouvait une carte pliée, plastifiée dans du plastique transparent. Aucun mot, juste un tampon rouge délavé. Je l'ai touché une fois. Puis j'ai refermé la boîte, en fixant la tour de verre que j'avais aidé à construire, tout en sachant qu'elle finirait par se fissurer de l'intérieur. C'est toujours ce qui arrive. Il y avait un autocollant à l'intérieur de mon pare-brise, décoloré, presque entièrement décollé. Un aigle rouge, tenant une lance. Plus personne ne pose de questions à ce sujet aujourd'hui. C'est très bien ainsi. Qu'ils oublient. Que Ben pense qu'il s'agissait simplement du sac d'un vieil homme, rempli de regrets. Il découvrirait bien assez tôt ce qu'il contenait réellement. En m'engageant sur la route principale, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Ben se tenait près de la fenêtre. La bouche légèrement entr'ouverte, une main sur la hanche, l'autre tenant toujours ma lettre de démission, comme si elle était radioactive. Il semblait plus petit à présent, comme si la tour derrière lui ne voulait plus être vue en sa compagnie. Cette valise ne contenait pas de la colère. Elle contenait des preuves. Et je n'avais pas encore fini de les livrer. On dit que les héritages s'écrivent par de grands gestes. Le mien s'est construit en silence, clause par clause, poignée de main par poignée de main. Il y a 3 mois, j'étais dans ce même bureau dès 6h40 du matin. Comme toujours, le bâtiment sentait le tonneur d'imprimante et le nettoyant pour vitres. Personne d'autre n'était encore arrivé à l'étage. J'aimais que ce soit ainsi. À 7h15, j'avais déjà examiné 3 avenants au contrat, reformulé une clause fournisseur pour protéger nos marges face à des tarifs douaniers instables, et placé un post-it, juste un petit point, sur la 4e page d'une proposition d'acquisition à haut risque. Pas besoin d'écrire quoi que ce soit. L'équipe juridique comprendrait. Je leur avais appris ce code moi-même. Mon nom ne figurait plus sur la page d'accueil du site internet de l'entreprise, depuis 2 ans. Pourtant, si l'on remontait jusqu'aux partenariats les plus stables que nous avions, j'étais dissimulé dans la ligne de copie conforme, sur chaque page de signature. Ben venait tout juste de nous rejoindre, à l'époque. Jeune, grand parleur, tout juste auréolé d'un contrat phare dans la fintech. Je ne l'appréciais pas, mais je l'ai formé durant son premier mois, et a bien failli gâcher une clause de rétention, avec l'un de nos principaux prestataires logistiques. J'ai réécrit le mémo, et j'ai fait glisser la version révisée dans le dossier du conseil d'administration, 10 minutes avant le vote. Ben n'a même jamais vu passer la version originale. Il m'a remercié par la suite. Vous maîtrisez bien les anciennes méthodes, m'a-t-il dit. Je me suis contenté de hocher la tête. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas un compliment. Nous prenions un café ensemble, une fois par semaine, à cette époque. C'était son idée. Transfert de compétences, disait-il, tout en prenant constamment des notes sur son téléphone. Mais, après quelque temps, il a cessé de venir. Son emploi du temps était trop chargé. J'ai commencé à voir davantage ces nouvelles recrues. Des personnes avec des termes comme « architecture de marque » dans leurs intitulés de poste. Des gens qui parlaient beaucoup, et qui écoutaient rarement. Ils demandaient toujours « Quelle est votre vision ?» Comme si une marge bénéficiaire n'était pas une vision suffisante en soi.
Puis, il y a eu Élise, 27 ans. Vive, observatrice. Mais nerveuse. Elle gérait les flux de travail des achats. J'ai repéré une faille dans son contrat de fournisseur d'API. Cela nous a évité une perte à 6 chiffres. Je ne lui ai rien dit, j'ai simplement réécrit le texte, puis je lui ai montré la correction en toute discrétion. Inutile de la mettre mal à l'aise. Après cela, elle a commencé à me laisser des rapports, avant même que je ne le lui demande. Toujours annoté. Toujours soigné. Je n'ai jamais dit merci à haute voix, mais elle comprenait. Les semaines ont passé. L'atmosphère, dans le bâtiment, a changé. Des réunions que j'animais d'ordinaire ont été déplacées sans préavis. Mon calendrier a commencé à se remplir d'invitations que je n'étais pas censé voir. Celle-là même dont on me retirait discrètement, quelques minutes avant qu'elle ne commence. Puis est venu le renouvellement de la marque, avec de nouvelles affiches, de nouvelles valeurs, et des expressions comme « orienté vers l'avenir » ou « alignement culturel ». Mon visage n'apparaissait sur aucune photo de campagne. Un vendredi, un analyste junior est entré dans une réunion de revue trimestrielle et a dit « Oh, vous faites encore partie de cette équipe ?» J'ai levé les yeux. Plus pour très longtemps, ai-je répondu. Je ne plaisantais pas, je n'avais simplement pas encore décidé des conditions de mon départ. Le mardi suivant, en arrivant, j'ai constaté que le digicode de la porte de mon bureau clignotait en rouge. J'ai réessayé. Même réponse. Élise est passée avec 2 cafés, et s'est arrêtée. Et c'est le code. Administrateur, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas bougé. L'écriteau sur la porte indiquait désormais « Creative Strategy Hub ». Ma plaque nominative avait disparu. À l'intérieur, à travers la vitre, j'ai aperçu une longue table blanche, 3 ordinateurs portables ouverts, et un tableau blanc intact, mais aucun dossier. Celui que je gardais toujours dans le tiroir de mon bureau. Ce n'était pas un dossier épais, il était simplement noir, fermé par un autocollant en forme de seau de cire rouge. Rien d'officiel, juste une habitude. J'ai reculé, je suis passé devant la machine à expresso que Ben avait fait installer pour le moral des employés, devant l'écran affichant le cours de nos actions, devant un contrat de bail, et je suis descendu au sous-sol. Là, j'ai ouvert une armoire de fourniture verrouillée, mon armoire de secours. Le même dossier noir s'y trouvait, intact. Bien. J'ai sorti une carte plastifiée, portant un numéro à 7 chiffres, et je l'ai glissé dans mon portefeuille, derrière mon permis de conduire. Ensuite, je suis remonté, j'ai adressé un signe de tête à Élise, et je suis sorti. Il pensait m'avoir effacé. Il n'avait pas lu les petites lignes. Dès le jeudi, je ne pouvais même plus consulter mon propre calendrier. Les réunions disparaissaient. Les clients ont cessé de me répondre. Ben leur transmettait des mises à jour. Des mises à jour que je n'avais pas rédigées. Élise a arrêté de frapper à ma porte. Elle a également cessé d'envoyer des emails. Quand je l'ai interrogée, au sujet du dernier dossier du conseil d'administration, elle a répondu « Oh, je croyais que Ben te l'avait dit ». Puis elle a souri, d'un sourire doux, bien entraîné. J'ai longtemps pensé que l'invisibilité était un avantage tactique. Ce n'est pas le cas, lorsque l'on est encore assis autour de la table. Mon nom avait disparu de l'annuaire Slack. On prétendait qu'il s'agissait d'un bug. Élise a dit que c'était probablement une mise à jour du serveur. Ben, lui, s'est contenté de rire. Il avait pris ma chaise lors du point hebdomadaire du vendredi, le siège que j'occupais depuis 8 ans. Il ne m'a pas regardé. Il a simplement dit « Soyons brefs aujourd'hui ». J'ai gardé les bras croisés. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Ils ont déplacé mon bureau. Ils ont prétendu que c'était pour me rapprocher des opérations. C'était juste en face de l'imprimante.
Un éclairage fluorescent. Des cartons empilés, comme s'ils servaient d'isolation. Je suis resté assis en silence, pendant 1 heure, avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Un analyste junior est passé, s'est arrêté, puis a demandé, est-ce que, de ce fait, vous avez changé de service? Non, ai-je répondu. Oh, d'accord. Il a continué son chemin, sans se retourner. Ben m'a appelé tard le vendredi, d'un ton décontracté. Salut, l'ami. Désolé. Pour le déménagement. Tu sais comment les opérations aiment jouer à Tetris avec l'espace. Je n'ai pas répondu. Il a ajouté, il y a une réunion plénière du conseil d'administration, ce lundi. Ça devrait être rapide. Nous allons présenter la réorganisation. Élise s'occupera de ta présentation. On ne m'avait pas prévenu de cette réunion. Oh, au fait, tu ne présentes rien. Nous finalisons simplement la structure. Mais tu seras là, bien sûr, nous te tiendrons au courant des prochaines étapes. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai fixé l'imprimante, jusqu'à ce qu'elle bourre. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au garde-meuble, celui enregistré sous une fausse société à Newark. Le code fonctionnait toujours. J'ai ouvert le box, et j'ai sorti la valise de secours de l'étagère en béton. Elle était plus lourde que dans mes souvenirs. Toujours scellée, des fermoirs noirs, une double serrure. Je n'ai pas vérifié le contenu. Ce n'était pas nécessaire. Le moment n'était pas encore venu. Samedi, je suis retourné à la maison de plage, celle dont Élise ignorait que je possédais encore les clés. Il n'y avait personne. J'ai traversé la cuisine. Les plans de travail avaient été vidés, mais un tiroir contenait encore de vieilles factures d'électricité, glissées derrière les torchons. Mon nom était raturé. Son écriture. Elle remplissait des formulaires de changement d'adresse, depuis des mois. Il y avait un tas de prospectus sur le sol, près de la porte. J'ai repéré quelque chose d'étrange, une enveloppe déchirée, provenant de la caisse de retraite de l'État. Le sceau avait été forcé, mais la lettre s'y trouvait encore. Elle avait demandé des retraits anticipés, en usurpant mon nom. Dimanche, je me suis rasé. Je me rasais toujours avant les briefings de combat, non par protocole, mais par souci de contrôle. Lundi, je suis entré dans le bâtiment à 7h14. Les mêmes bottes, le même sac. La valise est restée dans le pick-up. Élise était déjà là. Elle n'a pas semblé surprise, juste irritée, comme si j'étais un mauvais souvenir se promenant sans surveillance. Elle m'a suivi des yeux, mais n'a pas prononcé un mot. J'ai ouvert le réfrigérateur du bureau. J'ai sorti le bocal en verre portant mes initiales. Il était vide. Quelqu'un l'avait lavé, puis laissé sur l'étagère du haut. Plus de café, plus de déjeuner, plus de noms. Je l'ai jeté à la poubelle. Ensuite, je me suis rendu dans la salle de conférence, et j'ai attendu. À 8. H02, Ben est entré, avec un large sourire, comme un présentateur météo. Annonçant du beau temps. Il a sorti son téléphone. Restons légers. Vous savez comment sont les conseils d'administration. Il ignorait que j'avais lu l'intégralité du dossier de préparation. Il ignorait que je possédais la version originale de la présentation, celle qui ne supprimait pas la section des crédits. Il ignorait également l'existence de la clause, située à la page 47 du contrat de conseil. Cette clause, qui exigeait une signature unanime pour toute réaffectation de titre de direction, si le partenaire avait conclu des transactions supérieures à 10 millions au cours de l'année précédente. Il n'avait pas obtenu ma signature. Et la réunion du conseil d'administration de ce lundi avait pour but d'annoncer la nomination d'Élise au poste de directrice de la stratégie. Je n'ai pas dit un mot pendant la réunion.
pas à ce moment-là. En revanche, quand Ben a prononcé « Je pense que nous sommes tous alignés », je me suis levé, et je me suis dirigé vers la porte. Il a demandé « Où vas-tu » Je me suis retourné, je vais juste chercher la valise. Et, pour la toute première fois, Élise a semblé nerveuse. Marshall entre dans la salle du conseil, comme un homme pénétrant dans une ancienne zone de guerre. Silencieux, précis, sans mouvement brusque. Il ne s'assoit pas, ne demande pas la permission, il pose simplement un dossier sur la table, d'un geste lent et calme. À l'intérieur, se trouve l'accord original d'il y a 3 ans, signé, daté, et validé par des témoins. Il contient la clause spécifique qui le protège contre toute réaffectation de rôle, sans examen formel ni consensus. Une clause que Ben a soit oubliée, soit ignorée. L'un des membres du conseil, un homme ayant plus de cheveux gris que d'expression sur le visage, tend la main vers le dossier. Il le parcourt des yeux, puis lève le regard. Ben bouge sur son siège. Marshall ne le regarde pas. Je ne suis pas venu pour récupérer mon travail, dit simplement Marshall. D'un ton plat. Je suis ici pour que vous sachiez que je sais. Il pousse une autre page en avant, une chaîne de mails imprimée, montrant comment Élise a détourné 3 de ses clients clés vers son propre portefeuille. Avant la réaffectation, avant l'annonce en direct, la femme aux lunettes se racle la gorge. Cela ne nous a pas été communiqué. Marshall ne scie pas. Il incline juste légèrement la tête, comme s'il était surpris. Ils attendaient de l'honnêteté, de la part d'Élise. Un autre membre du conseil prend la parole. Aucun bilan de compétences n'a été déposé. Aucune plainte non. Plus. Alors, qu'est-ce qui a motivé exactement cette restructuration? Ben se penche en avant, tentant de reprendre le contrôle. Ce n'est pas un procès. C'est une évolution. Élise ouvre une nouvelle voie, et elle réécrit l'histoire. Pour l'adapter au scénario. Marshall dit, j'ai compris. Il se lève, calme, serein. Et pour votre information, ajoute-t-il, le regard fixé sur personne en particulier, j'ai conservé mes propres copies de toutes ces communications. Si cette entreprise tente de me faire passer pour quelqu'un d'instable, je répliquerai de la même manière. Pas de menaces, juste des faits. Il sort. Il ne ferme pas la porte derrière lui. Là-haut, Élise est déjà en mode gestion de crise. Les notifications Slack résonnent. Les emails s'envolent, vers le conseil d'administration. Elle explique que Marshall avait cessé de répondre, que de nombreuses tentatives de contact avaient été faites, et que son absence, ainsi que son attitude combative lors des dernières réunions, n'avait laissé d'autre choix à l'équipe que de restructurer. Elle omet de mentionner que ces réunions avaient été discrètement déplacées, vers un calendrier auquel Marshall n'avait pas accès, ou que son accès au système CRM avait été restreint, 2 jours auparavant. Puis, elle sème le doute. Marshall a un passé militaire chargé d'histoire. Parfois, ce genre d'antécédent rend les transitions plus difficiles. Cependant, l'une des membres du conseil, Rebecca Lynn, n'est pas convaincue. Ce soir-là, elle appelle un ancien contact, chez Stratcom Defense Group. Une seule question. Est-ce que Marshall 20 a déjà servi au sein d'une unité appelée cellule Orion? La voix, à l'autre bout du fil, marque un temps d'arrêt. On ne pose pas de questions sur Orion, à moins de vouloir que quelqu'un débarque chez soi. Ben publie une note interne intitulée « L'évolution du leadership ». Elle regorge de mots comme agilité, vision moderne, et fatigue de l'héritage. Puis vient la dernière ligne, la loyauté n'est pas un droit acquis. Marshall la lit depuis son pick-up, garé au bord de la jetée industrielle. Un café à la main, le moteur éteint. Il ne réagit pas, il laisse simplement l'écran s'éteindre. Ce soir-là, il roule vers le nord, pas vers sa maison. À la place, il se gare devant une petite cabane envahie par la végétation. Les lumières sont éteintes.
Il frappe 2 fois. Un instant plus tard, la porte s'ouvre. Le capitaine ROR, retraité, silencieux, toujours bâti comme un mur de briques et de froids souvenirs. Il ne s'en lasse pas. Il se contente d'un signe de tête. À l'intérieur. Autour d'un café, ROR lui tend une petite boîte sans inscription. Je me doutais qu'un jour, tu viendrais me demander ça. À l'intérieur se trouvent 2 vieux carnets de terrain, un disque dur, et une cassette mini DV étiquetée 0402 pitch final coupé au MV. Marshall fait tourner la cassette entre ses mains. L'étiquette a pâli, mais ses initiales y sont toujours. ROR dit simplement, tes empreintes sont sur cette stratégie. Ils se servent de ton modèle, depuis le premier jour. Un silence. ROR le regarde. Tu vas rendre ça public? Marshall secoue la tête. Juste tout mettre au propre. De retour en ville, Marshall se prépare. Il imprime des graphiques, aligne des rapports, ajoute des étiquettes et des horodatages. Il superpose le discours d'Élise à de vieilles images d'il y a 3 ans. Les phrases exactes, les modèles de diapositives, et même le rythme. Ce n'est pas de l'inspiration, c'est de la copie conforme. Puis, il écrit une phrase unique sur une feuille de lin vierge. Je n'ai jamais été sur votre chemin. Vous n'avez simplement jamais su qu'il avait dégagé. Il la glisse dans une enveloppe, et y inscrit le nom d'Élise. Ensuite, il envoie les rapports, non pas à Ben, ni à Élise, mais directement au conseiller juridique du conseil d'administration. Il y joint la cassette, ainsi qu'un fichier horodaté prouvant la paternité du pitch original. Ce soir-là, à 23h47, une notification s'affiche sur le téléphone de Ben. Session d'urgence demandée à 9h. À 23h51, Élise envoie un message à Ben, « As-tu vu l'enveloppe sur mon bureau ?» Ben ne répond pas. Il est déjà en train de se servir un verre, relisant la clause que Marshall a laissée derrière lui. Le conseil d'administration s'est réuni le lendemain matin. Pas de caméra, pas de diffusion en direct, juste une salle de direction silencieuse, et le bruit des chaises qui reculent, alors que Ben prenait place en bout de table. Cependant, le siège arborait une plaque nominative. Et elle ne portait pas son nom. Un collaborateur juridique s'est avancé, avec un dossier. Sans introduction, il l'a simplement posé devant Rebecca Lynn, la présidente du comité d'audit. À l'intérieur se trouvait la présentation de pitch que Marshall avait écrite. Avec ses métadonnées intactes, des chaînes de mails, des journaux de connexion horodatés, et les mémos vocaux non édités qu'Élise avait supprimés du cloud. Tous restaurés. À côté de ces éléments, la courte vidéo interne qu'il avait soumise quelques mois plus tôt, celle qu'Élise avait qualifiée de dépassée, sauf qu'elle correspondait, presque diapositive par diapositive, à la présentation diffusée en direct. Ben s'est penché en avant, parcourant les documents. Son visage n'a pas scié. Mais ses doigts se sont crispés sur le bord de la table. Rebecca s'est raclée la gorge. Nous aimerions savoir pourquoi cela n'a pas été communiqué, lors de la phase de transition. Ben est resté immobile. Puis, Élise a pris la parole. Trop rapidement, c'est une coïncidence. Ces idées ont été téléchargées. Dans l'archive interne sous votre nom, 2 mois plus tard, est intervenu le collaborateur juridique. Les métadonnées ont été vérifiées. Le silence retomba. Un autre membre du conseil, Patel, a feuilleté les diapositives imprimées. Pourquoi qualifier un homme de dépassé, pour ensuite réutiliser sa vision sans le créditer, et sans suivre la procédure établie? Pas de réponse. Nous avons reçu une notification du conseiller juridique de Marshall, a poursuivi le collaborateur. Il ne cherche pas à engager de poursuite judiciaire. Il propose une résolution, la reconnaissance de son travail, le retrait des déclarations publiques d'Élise,
et son détachement formel des opérations de l'entreprise à l'avenir. Ben a levé les yeux. Il veut revenir? Non, dit Rebecca. Il ne demande pas à revenir. Ben s'est adossé à son siège. Alors, que veut-il? Le collaborateur a tourné la page finale. Rien de plus que de la clarté. La reconnaissance de ce qu'il a construit, et le silence pour le reste. De l'autre côté de la pièce, les épaules d'Élise se sont affaissées. Le conseil a voté, sans plus de discussion. Il a été demandé à Élise de démissionner discrètement. Ben prendrait un congé sabbatique d'une durée indéterminée, ce qui n'était qu'un autre mot pour être enterré vivant sous des communiqués de presse. Marshall recevrait 8% des parts de la nouvelle entreprise dérivée. Pas de titre, pas de bureau, mais il choisirait l'équipe. Le public y verrait un passage de relais, une transition générationnelle. La vérité resterait enfouie. À moins que quelqu'un ne cherche à creuser davantage. À la fin de la réunion, Rebecca a trouvé une enveloppe dans son dossier, scellée à la cire noire. À l'intérieur, se trouvait une lettre manuscrite de Marshall. Aucune signature, juste une phrase. J'aurais pu tout réduire en cendres. C'est pour cela que je ne l'ai pas fait. De retour à la maison de ville d'Élise, un coursier a livré une petite boîte. Elle ne venait pas du conseil. Elle ne venait pas des relations publiques. Elle l'a ouverte, et s'est figée. À l'intérieur, se trouvait une clé USB noire, sans inscription, et un mot écrit de la main de Marshall, au cas où tu oublierais ce que tu as vu dans le miroir. Elle a hésité, puis l'a branché. Ce n'était pas la présentation du pitch. C'était le fichier brut de la diffusion. En direct, non édité, provenant d'une caméra secondaire, orientée depuis la porte du bureau. On pouvait la voir s'arrêter avant de passer en direct. Répétant sa phrase, vous étiez le leader idéal, pour une autre époque, puis marmonnant, de façon presque inaudible, espérons que le vieux ne verra pas ça. Elle a retiré la clé, l'a jetée sur le bureau, et s'est caché le visage de ses mains. Puis, elle a remarqué le tiroir d'à côté. Elle ne l'avait pas ouvert. Depuis des semaines. À l'intérieur, se trouvait la cassette originale. Celle d'il y a des années, celle qu'elle prétendait avoir perdue. Elle n'avait jamais été perdue. Il l'avait remise en place. Non pas pour la menacer, mais pour lui rappeler qui lui avait tendu le micro. Elle a fixé la boîte, puis le mot, et enfin le tiroir. Et elle a murmuré, comme s'il pouvait l'entendre, pourquoi ne m'as-tu pas détruite? Mais la réponse était déjà écrite. Il n'en avait pas besoin. La bouilloire s'est éteinte avec un clic, juste au moment où le soleil perçait à travers les lattes supérieures de la fenêtre. Marshall ne s'est pas pressé. Il a versé l'eau lentement sur le marc de café, dans la vieille cafetière à piston en métal, celle qu'il utilisait déjà pendant son service militaire. Cabossée, patinée, fiable. La cabane était calme. Aucun bourdonnement de notification, pas de gros titres, juste le grincement du bois qui travaillait. Sous la chaleur, et le doux murmure de l'océan, situé à environ 30 mètres de son entrée. Il ne vivait pas dans le passé, mais certaines choses méritaient d'avoir leur place sur l'étagère. Au-dessus du petit établi, organisé avec une précision chirurgicale, se trouvait une unique photo encadrée. Pas de personne, pas d'entreprise, juste un tableau blanc avec un pitch esquissé au feutre rouge, datant d'il y a 3 ans. Un horodatage dans le coin. Son écriture barrant le titre. À côté, la valise, fermée, éraflée, la poignée usée, désormais vide. Il ne la gardait pas pour se souvenir de ce qu'il avait emporté. Il la gardait pour se souvenir qu'il n'avait rien laissé derrière lui. On a frappé à la porte, vers 9 heures du matin. Un coup discret, sans urgence. Il a ouvert la porte à un jeune homme vêtu d'un polo bleu marine,
ayant probablement la vingtaine, nerveux, mais poli. Monsieur vint. Il a hoché la tête une fois. Je travaille avec Devon, la nouvelle directrice de Monarch Lab. Nous installons un centre de prototype, dans le Nord. Elle a mentionné que vous aviez aidé à concevoir la structure d'origine. Marshall n'a pas répondu, il s'est contenté d'attendre. Le jeune homme s'est gratté l'arrière du cou. Je voulais juste vous dire. Merci. Nous avons trouvé vos mémos, ceux de 2019. Honnêtement, ils sont encore en avance sur tout ce que nous faisons aujourd'hui. Marshall ne parlait toujours pas. Il a simplement offert une tasse de café au jeune homme, versé en silence. Ils ont bu. Plus aucun mot. Le jeune homme est parti, quelques minutes plus tard, se dirigeant vers une voiture de location. Marshall ne l'a pas regardé s'en aller. Il a simplement rincé les tasses, puis les a essuyées avec le vieux chiffon de terrain, suspendu près de l'évier. Il est sorti de la cabane, juste avant midi. Le sable était chaud. Le vent, léger. Il marchait sans but précis, s'étirant simplement les jambes, en silence. Lorsqu'il a atteint la limite de la marée, il s'est arrêté. De sa poche, il a sorti une unique clé USB noire, sans inscription. Il l'a fixée. Un instant, sans nostalgie, sans regret, puis l'a jetée doucement dans l'écume. Les vagues s'en moquaient, et lui aussi. Ce soir-là, il a verrouillé la cabane. Pas d'alarme, pas de système de sécurité. Il a simplement placé la clé dans la boîte à clés, a tourné une fois, et s'est éloigné. Non pas parce qu'il s'en allait, mais parce que plus rien n'avait besoin d'être gardé. Ni le passé, ni la vérité, ni même son nom. Un mot unique restait sur la table, à l'intérieur, écrit de sa propre main. Pas de signature, juste une phrase. Ils ont pris le micro. J'ai gardé la voix. La vengeance d'un gentleman n'est pas bruyante, mais elle est toujours personnelle. Si cela vous a semblé personnel, faites-en une affaire personnelle. Abonnez-vous dès maintenant, et ne manquez pas l'histoire de demain.